Salut à tous et bienvenue dans la troisième édition du podcast littéraire. Juste avant de commencer, je voulais passer un petit message pour m'excuser comme ça très rapidement auprès des gens qui suivent la chaîne de manière un peu régulière, parce que moi j'ai pas été pour le coup très régulier, j'ai même été plutôt absent ces dernières semaines. En fait c'est simplement que le rare temps libre, les rares temps libres que j'avais, j'ai préféré les consacrer à mon livre Médusa, qui est entré là vraiment dans sa dernière ligne droite, puisque donc j'ai commencé en 2017 et j'ai voulu profiter de ces moments un peu de liberté offerts par le début de l'été pour donc m'y consacrer à 100% et le terminer, on va dire sa dernière relecture. Là à présent je l'ai envoyé enfin à des personnes on va dire un petit peu extérieures à mon entourage proche, des bêta lecteurs. Et donc j'attends avec impatience leur retour dessus. Donc voilà, cette semaine on va parler de deux livres en fait, que j'ai lus donc maintenant il y a un petit moment, parce que même si j'ai pas eu beaucoup de temps, ça m'a pas empêché de beaucoup continuer à lire. Donc ceux-là je les ai lus il y a environ, on va dire 2 mois je pense, c'est pas tout frais. Je les ai lus environ 2-3 semaines d'écart chacun, et c'est Orange Mécanique par Anthony Burgess et Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson. Au fur et à mesure que je prenais des notes, que j'avançais dans leur lecture ou que j'y réfléchissais, bon, il m'est apparu qu'il y avait quand même un certain nombre de points communs entre les deux livres. Le premier point commun, le plus évident, c'est, de toute façon, non, j'ai dit on le voit à la couverture, mais pas complètement. C'est que de ces deux œuvres littéraires ont été tirés deux films qui ont probablement, on peut dire, supplanté le texte original de deux films qui sont devenus des films cultes. Il y a évidemment le film de Kubrick, Orange Mécanique, et donc là, comme je dis, on ne voit pas la couverture parce que pour le coup, ils n'ont pas choisi de mettre la tête de Johnny Depp avec ses belles lunettes de soleil ainsi que Benicio del Toro, et aussi donc Las Vegas Parano, dont il a été tiré un film très célèbre réalisé par Terry Gilliam. Deux films qui sont excellents, mais qui ont, comme je vous disais, occulté pas mal en fait les œuvres littéraires dont ils étaient tirés. Le deuxième point commun entre ces deux livres, c'est que c'est des romans à la réputation assez sulfureuse. L'un parce qu'il traite de prise de drogue massive, l'autre parce qu'il évoque des scènes d'ultra-violence qui sont aujourd'hui très bien connues. Donc voilà, deux bouquins qui ont pas mal fait parler d'eux, que ça soit à leur époque ou même encore maintenant. Le troisième point commun entre ces deux livres, c'est qu'ils sont tous les deux écrits à la première personne. Dans le cas de l'Orange Mécanique, vous avez donc un personnage principal qui est également le narrateur de l'histoire, et dans le cas de Las Vegas Parano, c'est encore un peu plus complexe, parce que vous avez un personnage principal qui est aussi le narrateur, mais qui est aussi l'auteur du livre, puisque Hunter S. Thompson, comme on va le voir tout de suite, se met en scène en quelque sorte dans son propre livre. Donc je vais commencer par vous parler de Las Vegas Parano. C'est un bouquin qui a été écrit, publié en 1971 par Hunter S. Thompson, donc un auteur subversif qui est devenu très culte, en particulier aux États-Unis. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette œuvre, au moins de par le film qui en a été tiré, qui est sorti en 97 ou 98 je crois, réalisé par Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio del Toro. Un film qui d'ailleurs est très fidèle au livre, étonnamment fidèle. Je dis étonnamment parce que c'était vraiment pas... ça n'a pas dû être simple, je pense, d'adapter les délires psychotiques de ces deux personnages, et pourtant il s'en est vraiment très bien tiré, Terry Gilliam, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est quand même un immense cinéaste. Donc l'histoire, vous la connaissez tous, je vais vous faire très court, c'est pas le but du podcast de faire des résumés de bouquins. Ça parle d'un type qui s'appelle Raoul Duke, qui est un journaliste qui est en fait envoyé par un journal à Las Vegas pour couvrir deux événements. D'abord une course de moto qui a lieu dans le désert, dans les environs de Las Vegas, une course de motocross, et ensuite un congrès de police, je crois que c'est une sorte de congrès de police sur la répression contre les drogues. Ce qui évidemment va entraîner son lot de situations cocasses, comme vous pouvez l'imaginer, puisque les deux personnages principaux ont quand même un très fort penchant pour les drogues. C'est même probablement l'un des sujets principaux du livre. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un livre comme Las Vegas Parano, qui est devenu cultissime de par les frasques, autant de son auteur que de celles de ses personnages, qui sont d'ailleurs un petit peu les mêmes, puisque, comme on va le voir, comme vous le savez déjà sans doute, c'est une expérience, l'expérience qui est décrite dans ce livre et a été vécue par l'auteur. Moi, ce que je trouve intéressant dans Las Vegas Parano de le lire aujourd'hui, c'est qu'on se rend vraiment compte à quel point ce livre a influencé, a créé une sorte de courant littéraire à part entière,
qui est ce qu'on appelle donc le journalisme gonzo. En 2 lignes pour vous dire ce que c'est, il s'agit en fait d'une forme de journalisme hyper subjectif dans laquelle l'auteur du papier, l'auteur de l'article, donc le journaliste, se met en avant son expérience personnelle, son ressenti personnel, ses convictions, tout ça. Donc c'est un concept qui a été massivement repris par la suite, en particulier par certains médias tels qu'aujourd'hui on peut le voir par exemple le Vice aux États-Unis. Donc voilà, qui envoie des reporters couvrir des sujets très divers et dans lesquels finalement ils se mettent un peu en scène pour nous apporter leur ressenti sur la chose. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur tous les blogs en fait, hein, les blogs de personnes qui vont vous raconter, qui sont partis faire ça à droite à gauche, machin. Et donc pourquoi je vous parlais du journalisme gonzo ? C'est parce qu'à la base, Las Vegas Parano s'est tiré de l'expérience de son auteur, qui est aussi un journaliste qui avait été envoyé par, je crois que c'était Rolling Stone Magazine. Il avait été envoyé pour couvrir des événements très similaires à ceux qui sont décrits dans le livre. La différence étant qu'ils se sont passés sur des périodes beaucoup plus longues. Je crois qu'entre la course de moto et le congrès de policiers, il s'est écoulé 1 mois dans la réalité, alors que dans le bouquin, ça se passe en quelques jours. Donc voilà, évidemment, il y a la fiction qui quand même prend un peu le pas, des choses qui ont été compressées, comme toujours. Mais pour l'essentiel, il semblerait que ce soit un livre qui soit vraiment basé de manière très fidèle sur l'expérience de son auteur, donc d'où le concept de journalisme gonzo. Donc le roman, comme le film, est très drôle et il tire son humour, bien entendu, en grande partie du décalage entre l'attitude, les discours du narrateur, auteur, qui est donc Raoul Duke, l'avatar de Thompson, et les situations réelles qu'il nous décrit à nous, lecteurs a priori lucides, car je suis pas sûr que ça soit un livre qui fonctionne très bien justement en étant défoncé. C'est un peu une idée d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre, puisque l'auteur nous explique que Las Vegas, d'une certaine manière, c'est la pire ville du monde pour la défonce, pour la prise de drogue, parce que tout y est déjà tellement fou que son effet se trouve presque neutralisé. C'est un passage du livre dans lequel il dit ça, je me souviens plus exactement de quel passage, mais c'est assez rigolo, c'est très bien explicité. Il tire aussi une partie de son humour à travers certains faits, certaines choses qui arrivent sans être décrites immédiatement par le narrateur et dont on ne prend connaissance qu'après, par exemple au travers de la bouche du personnage secondaire qui est l'avocat. Et donc celui-ci va nous décrire, va décrire au personnage principal un truc qu'il a fait quelques heures plus tôt et dont lui ne nous avait pas du tout parlé de cette manière, dont il n'avait pas du tout conscience sur le coup. Et donc ça crée comme ça des espèces de décalage entre ce qui nous est raconté et la manière dont le personnage principal le perçoit et dont nous on le perçoit. Vous voyez, c'est un petit peu une technique qu'utilisait aussi Scorsese dans un film comme par exemple Le Loup de Wall Street, ce fameux passage où il y a DiCaprio qui a pris un Quaalude et qui se retrouve à aller passer un coup de fil au country club. C'est une séquence très connue, et donc il rentre chez lui persuadé qu'il a réussi à épargner la voiture, il est très content, et au moment où les flics arrivent, et donc on repasse un peu dans la réalité, on voit qu'elle est au contraire complètement ravagée, et à ce moment-là on revoit la séquence d'un point de vue objectif et non plus du sien, et on se rend compte qu'il a fait n'importe quoi, qu'il s'est fait tamponner dans tous les sens. Voilà, c'est exactement ce genre de procédé auquel nous convie Thompson dans le livre à plusieurs reprises. Pour parler un peu plus de son style, moi ce que je trouve très fort dans le style de Thompson, c'est qu'il arrive à la fois à décrire de manière très précise et très poétique, on peut dire la folie dans laquelle les drogues embarquent les deux personnages, mais tout en intégrant avec beaucoup de finesse en fait des inserts de réalité, c'est-à-dire des moments de réalité qui nous servent un peu de comparatif par rapport à ce qui se passe, qui nous servent un peu de base et qui nous permettent de rire d'autant plus des situations. Le livre il est écrit dans un mélange de jargon de drogués, il y a un niveau de langue qui est souvent assez familier, mais le tout garde une espèce de flamboyance poétique qui fait très rêve américain sous psychotrope. Sinon, la narration du livre est assez morcelée, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ellipses. Bon, le livre se déroule sur une période de temps très courte, quelques jours, mais il y a quand même évidemment un certain nombre d'ellipses au niveau du passage de l'après-midi, de la nuit, du matin, donc on ne sait jamais trop où on en est exactement, où les personnages en sont, et ça contribue bien évidemment avec toute cette description de prise de drogue à nous perdre un peu plus et à nous faire entrer dans une espèce d'univers comme ça très clos, de s'enfermer dans le délire des personnages. Comme je vous disais, le livre est écrit à la première personne, c'est vraiment la retranscription de l'expérience de Raoul Duke en tant que journaliste sur place, et il y a des choses au niveau de la narration qui contribuent encore plus à
cette espèce de réalisme, ce sentiment de tenir un document entre les mains. Par exemple, il y a un passage plutôt vers la fin du livre où un chapitre s'ouvre sur une note de l'éditeur dans lequel il dit « Arrivé à ce point dans le déroulement chronologique de cette histoire, le docteur Duke semble avoir complètement perdu les pédales. Le manuscrit original devient ici tellement morcelé que nous avons été dans l'obligation de ressortir l'enregistrement original et de le retranscrire textuellement. » Et donc à partir de là, tout le reste du chapitre est écrit comme une pièce de théâtre, avec simplement des dialogues, en fait une retranscription d'une bande audio, et donc ça contribue vraiment à ce sentiment de réalisme, à cette impression d'avoir un vrai document entre les mains, un petit peu comme aujourd'hui on fait dans les films vous savez, de found footages, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu à la Blair Witch, le film s'ouvre par exemple sur une note des producteurs dans lesquelles ils affirment avoir retrouvé des vieilles cartes de caméra ou des vieilles bandes et qu'ils ont essayé comme ça de rétablir la chronologie dans laquelle des faits se sont passés. Là c'est un peu pareil, et je trouve ça très rigolo, ça crée, c'est une forme de narration très moderne et qui a influencé aussi beaucoup d'autres auteurs par la suite. Donc il y a bien sûr un grand parfum de liberté qui flotte autour de ce livre, un parfum de scandale, et ce qui est assez fou, je trouve, hein, moi c'est vraiment la chose que j'arrêtais pas de me dire au fur et à mesure que je le lisais, c'est comment est-ce que le public réagirait si un livre comme celui-ci sortait aujourd'hui, parce qu'il est quand même question de prise de drogue massive, de gens qui prennent le volant drogués jusqu'aux yeux et qui roulent à 160, et comment est-ce que cette espèce de liberté comme ça exacerbée que l'auteur met autant en avant serait prise aujourd'hui? Est-ce que ce serait un livre qui serait un petit peu cancel par les réseaux sociaux, comme on dit, c'est-à-dire les gens s'érigeraient comme ça contre lui pour dire « Ah oui, c'est complètement irresponsable, c'est n'importe quoi ». Je ne sais pas du tout. Il faut préciser que dans les années 70, c'est un livre qui avait été assez rapidement quand même considéré comme un classique. Il y avait certains critiques qui désapprouvaient bien sûr tout le côté prise de drogue et compagnie, mais dans l'ensemble, c'est un livre qui, d'après les recherches que j'ai pu faire, n'a pas créé de véritable polémique quand il est sorti. Et ce qu'on ressent à la lecture de ce livre, c'est bien sûr une forme de nostalgie de l'auteur, nostalgie des années 60. Le livre a été écrit et publié en 71. Nostalgie d'un mouvement, le mouvement hippie. Il y a d'ailleurs un passage très très connu dans le livre, un passage culte qui a été repris, si culte qu'il a été repris intégralement par Johnny Depp dans le film. Je vais vous le lire. « Étrange souvenir par cette nerveuse nuit à Las Vegas. 5 ans après, 6, ça fait l'effet d'une vie entière. Ou au moins d'une grande époque. Le genre de point culminant qui ne revient jamais. San Francisco, autour de 1965, constituait un espace-temps tout à fait particulier où se trouver. Peut-être que ça signifiait quelque chose. Peut-être pas, à longue échéance. Mais aucune explication, aucun mélange de mots ou de musique ou de souvenirs ne peut restituer le sens qu'on avait de ce savoir-là et vivant dans ce coin du temps et de l'univers. Quel qu'en ait été le sens. L'histoire est dure à connaître, à cause de toute la merde qu'on rajoute. Mais même sans être sûr de l'histoire, il paraît totalement sensé de penser que de temps à autre, l'énergie de toute une génération mûrit en une longue et belle fulguration. Pour des raisons que personne ne comprend vraiment sur le coup, et qui, rétrospectivement, n'explique jamais ce qui s'est en fait passé. Mon souvenir central de cette époque semble tenir à 1 ou 5 ou peut-être 40 nuits ou matins très tôt, où je quittais le Fillmore, à moitié dingue, et où, au lieu de rentrer chez moi, je braquais le guidon de ma grosse Lightning 650 sur le Bay Bridge à 160 à l'heure, vêtu d'un short LL Bean et d'une veste de berger de but, fonçant comme le tonnerre dans le tunnel de Treasure Island vers les lumières d'Oakland et Berkeley et Richmond, pas tout à fait sûr de quelle sortie prendre une fois arrivé de l'autre côté. Je calais toujours au péage, trop déglingué pour trouver le point mort, pendant que je me tâtais pour trouver de la monnaie. Mais absolument certain que n'importe où j'irais, j'arriverais dans un lieu où les gens seraient tout aussi défoncés et déchaînés que moi. Cela ne faisait aucune espèce de doute. Il y avait de la dinguerie dans toutes les directions, à n'importe quelle heure. Si pas de l'autre côté de la baie, alors en traversant le Golden Gate ou en descendant la 101 sur Los Altos ou la Honda. On pouvait faire naître des étincelles partout. Il y avait un fantastique sens universel que tout ce que nous faisions était bien, d'être en train de gagner. Là était, je crois, le moteur, ce sens de la victoire inévitable sur les forces de la vieillesse et du mal. Non pas dans un quelconque sens mesquin ou militaire, nous nous passions de cela. Notre énergie allait simplement l'emporter. Ce n'était pas la peine de se battre, de notre côté ou du leur.
C'est nous qui avions la force d'impulsion. Nous chevauchions la crête d'une vague haute et magnifique. Et maintenant, moins de 5 ans après, vous pouvez grimper sur une colline escarpée de Las Vegas et fixer l'ouest, et avec les yeux qu'il faut, vous voyez presque la ligne de haute marée. Cet espace où la vague finit par se briser avant de redescendre. Donc voilà, ce passage est un passage qui est devenu culte, et quand vous lisez le roman, c'est une sorte de moment un petit peu en suspens, de moment de pause. Dans mon souvenir, en tout cas, je crois que c'est le seul moment où l'auteur, à part les quelques flashbacks qu'il y a, le moment où l'auteur met vraiment en stop la narration, le présent, le jeu, son récit, pour en fait prendre un peu de recul. Et donc c'est vraiment, je trouve, dans ce passage, qui est une sorte d'îlot comme ça, complètement isolé au milieu du livre, dans lequel Thompson justement exprime sa nostalgie des années 60, du mouvement hippie. Et un truc dont il faut se rappeler, comme je disais, c'est que le livre a été écrit et publié en 71. 71, c'était un moment vraiment dans l'histoire des États-Unis et du mouvement hippie, où on s'aperçoit que ce mouvement était quand même sur le déclin. Il s'était passé des choses comme par exemple le fameux festival d'Altamont qui a eu lieu en 69, durant lequel des Hells Angels, dont d'ailleurs Thompson a écrit sur lequel il a écrit un livre très célèbre aussi. Donc durant ce festival, les Hells Angels ont poignardé un spectateur, et donc cet événement d'importance mineure a priori a malgré tout entraîné le déclin du mouvement hippie. Tout le côté qu'il pouvait y avoir un peu zen, un peu cool, associé à ce mouvement. Dans la foulée, il y a eu aussi, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais vraiment pas très loin, la même année, il y a eu le meurtre de Sharon Tate, qui était une actrice de cinéma et aussi donc, la femme de Polanski, par des membres de la bande de Charles Manson qui étaient des hippies drogués jusqu'aux yeux. Donc je pense que Las Vegas Parano, donc, qui a été écrit environ 2 ans après ces événements, c'est vraiment une réponse directe à ce qui s'est passé, à cette fameuse vague donc qui a atteint un peu sa crête et qui est en train de retomber comme il le décrit dans ce passage. Parce que bien sûr c'est un livre qui a un côté flamboyant, il y a la prise de drogue, ce côté très cool, très marrant, il y a un côté subversif, un côté on s'en prend au système en place, il y a des passages extrêmement drôles, notamment dans la deuxième partie, lorsqu'ils se rendent au congrès de police sur la répression contre les drogues, où Thompson se fait un plaisir de décrire les flics qui sont envoyés sur place, qui sont des gens évidemment très très d'une autre génération, souvent des gens très très différents de lui, et qui décrit avec une certaine mesquinerie, je dirais. Mais au-delà de ça, au-delà de ce côté rebelle, il y a donc une véritable, je disais, nostalgie, un véritable regret, et il y a surtout ce qu'on pourrait appeler l'envers du rêve américain, sous acide, sous drogue, sous tout ce que vous voulez, pour moi, à travers un passage notamment, qui je pense est le passage le plus glaçant du livre, celui qui d'ailleurs, bizarrement, il se trouve vers la fin du livre, et il amorce en quelque sorte le déclin de cette épopée flamboyante de Raoul Duke et de son avocat. C'est un moment où alors qu'ils sont obligés de fuir un petit peu la ville parce qu'ils commencent à être un peu mal vus partout, on va dire. Ils se réfugient au nord, dans des quartiers un peu plus malfamés, et ils prennent un café dans une sorte un café, un diner, quoi, qui est ouvert tard la nuit, et ils se retrouvent tout seuls avec une serveuse, et ça donne lieu à un passage vraiment, vraiment très glaçant, que je vais vous lire. Une dizaine de minutes après, lorsqu'elle apporta les hamburgers, je vis mon avocat lui tendre une serviette avec quelque chose d'écrit dessus. Il fit ce geste d'un air tout à fait normal, sans la moindre expression sur son visage. Mais je sentis tout de suite aux vibrations que notre paix allait incessamment se casser la gueule. « Qu'est-ce que c'était » lui demandai-je. Il haussa les épaules en souriant vaguement vers la serveuse qui, debout, au bout du comptoir à 3 mètres de là, nous tournait le dos pendant qu'elle réfléchissait sur le napperon. Elle finit par se retourner, et après nous avoir dévisagés, avança résolument et tendit la serviette à mon avocat. « Qu'est-ce que c'est que ça » fit-elle sèchement. « Un napperon » fit mon avocat. Il y eut un moment de silence pénible, puis elle se mit à hurler. « Ne me raconte pas de conneries! Je sais ce que ça veut dire, sale gros porc de maquereau !» Mon avocat leva le napperon, regarda ce qu'il avait écrit, puis le laissa retomber sur le comptoir. « Mais c'est le nom d'un cheval que j'ai eu autrefois, » fit-il calmement. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»« Espèce de fumier !» cria-t-elle. «
On me balance pas mal de merde dans cet endroit, mais il ne faut pas croire que je vais accepter de me faire insulter par un maquereau, qui en plus est un bougnoul. Seigneur, pensai-je, qu'est-ce qui se passe? J'observais les mains de la femme, espérant qu'elle n'allait pas s'emparer de quelque chose de lourd ou de pointu. J'attrapai le napperon pour lire ce que ce connard avait écrit dessus, en lettres rouges bien faites. Belle de sous-sol? Le point d'interrogation était très visible. La femme reprenait. Payez et taillez-vous d'ici en vitesse. Vous voulez que j'appelle les flics? J'allais prendre mon portefeuille quand mon avocat, déjà debout et sans quitter la femme des yeux, glissa la main sous sa chemise, et non dans sa poche, et sortit tout d'un coup le mini magnum Gerber, cette sale lame d'argent qui sembla instantanément dire quelque chose à notre serveuse. Elle se figea. Ses yeux affolés se braquèrent sur la lame. Mon avocat, tout en continuant à la regarder, fit les 6 mètres qui la séparaient du téléphone payant, et décrochant l'écouteur, coupa le fil et revint s'asseoir avec sur son tabouret. La serveuse était immobile. J'étais abasourdi de surprise, ne sachant s'il fallait que je me sauve ou me mette à rire. « Combien coûte cette tarte à la meringue et au citron ?» demanda mon avocat. Sa voix était normale, comme s'il venait à peine d'entrer dans le café et se demandait que commander. « 35 cents » bafouilla la femme. Elle avait les yeux gonflés par la peur. Mais sa cervelle fonctionnait apparemment à un niveau moteur de survie fondamental. Mon avocat s'esclaffa. « Je veux dire, toute la tarte !» Elle poussa un gémissement. Mon avocat posa un billet sur le comptoir. « Disons qu'elle coûte 5 $, entendu ?» Elle fit oui de la tête, toujours pétrifiée en regardant mon avocat passer derrière le comptoir et sortir la tarte de sa boîte. Je m'apprêtais à partir. La serveuse était de toute évidence sous le choc. La vue de cette lame, jaillie dans le feu d'une dispute, avait visiblement déclenché de mauvais souvenirs. Son regard vitreux indiquait qu'on lui avait déjà chatouillé le gosier, et elle était encore complètement paralysée lorsque nous sortîmes. Donc voilà, c'est vraiment un passage qui, pour moi, fait l'effet d'une douche froide dans le rythme du livre et dans la narration, qui fait qu'on a toujours tendance à être quand même du côté des deux protagonistes, de les suivre dans leur délire, parce que, bon, ils font entre guillemets rien de mal, hein, à part un peu se moquer du monde. Mais là, d'un coup, on se rend compte que ça part vraiment en bad trip, et pour moi, c'est vraiment le point de chute du livre, en quelque sorte, qui d'ailleurs, comme je vous le disais, est comme par hasard placé vraiment vers la fin du bouquin. C'est-à-dire qu'on a eu pendant quelques centaines de pages, hein, le livre est assez court, il fait environ 300 pages, on a eu pendant tout le reste du livre une espèce d'épopée flamboyante, d'acide, tout ce que vous voulez, d'alcool, et d'un coup il y a cette espèce de gros coup de frein où Hunter, en quelque sorte, Hunter S. Thompson, soulève un petit peu le voile, l'envers de l'Amérique, et où on voit cette pauvre serveuse qui travaille toute seule la nuit dans cette espèce de café pourri au nord de Las Vegas, avec ces deux zouaves complètement édulcorés qui s'amènent, et qui commencent à l'emmerder en quelque sorte. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un passage qui est très 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 révélateur de ce que Thompson voulait en fait nous montrer à travers ce livre, c'est-à-dire une sorte d'envers de l'Amérique derrière cette espèce de peut-être de paradis artificiel un peu que les deux personnages se sont créés durant cet intervalle de quelques jours. Peut-être que je me trompe complètement, mais enfin c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu en tout cas en lisant le livre. Pour conclure, c'est un livre qui est assez difficile à prendre au sérieux aujourd'hui, parce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas vécu à cette époque, évidemment comme c'est mon cas, en fait c'est extrêmement compliqué quand vous lisez de se souvenir que c'est tiré d'une expérience personnelle et que tout ce qui est dit est basé sur des faits plus ou moins réels, hein, plus ou moins avérés. Tout paraît trop fou, vraiment trop dingo par rapport à notre société actuelle, où autant vous dire que si vous vous faites arrêter par un flic alors que vous rouliez à 160 et que vous êtes drogué jusqu'aux yeux, vous allez déjà vous prendre un retrait de permis immédiat, et il y a de bonnes chances que vous finissiez, que vous fassiez un petit séjour en prison. Là dans le livre c'est pas le cas, il y a un moment donné où ça se passe, il y a une scène assez fameuse où le narrateur se fait arrêter par un flic dans ces conditions-là, et où celui-ci se contente un peu de lui conseiller d'aller se reposer, quoi. Donc on est dans une espèce de livre comme ça, un peu de monde un peu onirique pour nous, mais qui visiblement c'est vraiment passé à une certaine époque, et c'est complètement fou quand on le lit, c'est très difficile de le
le prendre vraiment au sérieux. Ça crée presque une espèce de distance entre nous et le personnage. On a l'impression que ça se passe dans une espèce d'univers un peu merveilleux, Alice au pays des merveilles. Et donc pour moi, ce qui est presque le point le plus intéressant de ce livre, si vous le lisez aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression que Thompson vous fait un petit clin d'œil comme ça en vous disant ouais, t'arrives pas à y croire et pourtant ça s'est vraiment passé. Voilà comment était la société à cette époque. Et nous, d'en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est un livre qui fait vraiment réfléchir sur la notion aussi, je trouve, de liberté, quoi, avec ces deux personnages qui s'embarquent, donc, je vous disais, dans ce rêve, cette espèce d'odyssée sous acide édulcoré, sous drogue, tout ce que vous voulez, la notion de liberté, mais qui s'arrête aussi un peu là où commence celle des autres, ou pas, avec ce fameux passage, comme je vous parlais juste avant, où il rencontre cette serveuse qui, elle, au contraire, vit dans une espèce d'austérité, toute seule dans son espèce de café froid, isolé, à l'autre bout de Las Vegas, quoi, à l'autre bout du rêve américain. Donc voilà, on en a terminé avec Las Vegas Parano. Je vais maintenant vous parler d'Orange Mécanique. Alors, encore un livre culte dont a été tiré un film culte, et autant vous dire que si déjà dans Las Vegas Parano, c'était très difficile de lire le bouquin sans penser au film si vous avez vu le film avant de lire le livre, autant vous dire que dans l'Orange Mécanique, c'est absolument impossible. C'est impossible de lire l'Orange Mécanique aujourd'hui, si vous avez vu le film de Kubrick, sans penser au fur et à mesure que vous avancez à chaque page, à chaque scène connue. C'est impossible de ne pas penser à ce personnage, Alex, dans le film de Kubrick, avec toutes les scènes emblématiques, tous les costumes qui ont été créés dans le film. Ça a vraiment complètement déformé notre perception, enfin influencé, devrais plutôt dire, notre perception du livre. Il faut savoir que le film de Kubrick, en soi, il est très très fidèle au livre. La seule exception notable, c'est la fin, que je vous raconterai pas parce que c'est pas la peine de spoiler, ça n'a pas grand intérêt, et puis en plus c'est pas le but de ce podcast, mais voilà, la seule différence majeure, c'est la fin qui est assez différente dans le livre et dans le film, mais sinon c'est vraiment très très compliqué de le lire sans penser à des scènes très marquantes, le passage où il viole la femme de l'écrivain, le passage où il tabasse le clochard dans la rue, le passage où Alex, qui a été capturé par les chercheurs, se fait placer des écarteurs au niveau des yeux. Tout ça, c'est des choses qui sont décrites dans le livre, hein, de manière assez précise, mais on pense automatiquement, de toute façon, à ce que Kubrick en a fait au cinéma. Pour vous la resituer très rapidement, on suit donc les aventures, entre guillemets, du personnage d'Alex, qui est une espèce de jeune délinquant qui évolue dans une société pas très bien définie, qui ressemble en tout cas beaucoup à l'Angleterre des années 60, et qui, avec sa bande de drogues, donc c'est son espèce de gang qui l'accompagne de délinquants, passe en fait ses nuits à déambuler en ville et à violenter, violer, tuer quasiment tout ce qui lui passe par la main, voilà. Mais ce qui va se passer, c'est que malheureusement pour lui, à un moment donné de l'histoire, il va se faire attraper par la police, et il va être remis entre les mains d'une espèce de groupe de chercheurs scientifiques, on ne sait pas très bien, qui est en train d'expérimenter une méthode qui permet en fait de rendre de transformer les délinquants en citoyens modèles. Pour moi, Orange Mécanique, c'est vraiment une espèce de conte philosophique. C'est-à-dire que vous avez déjà, de par son procédé narratif même, vous avez un narrateur personnage principal, Alex, qui donc parle à la première personne, et qui s'adresse en même temps au lecteur. Il va vous dire, je veux vous raconter en gros mon histoire, il fait des petites apartés comme ça, c'est comme si, en fait, c'est un procédé qui est très intéressant, parce que ça nous permet, ça permet à Burgess de nous intégrer complètement à ce qui se passe dans le livre. On a l'impression de faire partie de la bande, on a l'impression d'être des témoins vraiment privilégiés, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas d'être des témoins directs de ce qui se passe, comme si on était à côté des drogues en train de suivre l'action. Ça fait que c'est très difficile dans ce livre d'avoir du recul, et ce procédé, il permet aussi à l'auteur de nous faire ressentir une certaine empathie. Alors c'est ce qu'il y a de plus perturbant, je dirais, dans Orange Mécanique, c'est que malgré toutes les exactions commises par le héros, par le personnage principal en tout cas, on a toujours une espèce d'empathie, de sympathie pour lui qui est assez inexplicable au premier abord, mais qui au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre va se révéler. C'est-à-dire que bon, déjà il y a le fait que, comme je vous disais, le personnage s'adresse directement au lecteur, ça crée une espèce de sentiment de proximité, un sentiment de complicité, mais aussi parce que Burgess, donc dans ce livre, sa grande particularité Orange Mécanique, comme tout le monde le sait, c'est que le personnage principal parle dans une espèce de langue inventée qui s'appelle
le Natsat, qui est un mélange d'argot de plein de langues différentes, mais essentiellement de russe, d'après Burgess lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme au départ, on est très perturbé par ce langage, ces mots, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Tout simplement, je vous lis le début du livre. Bon alors, ça sera quoi, hein? Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes 3 droogs, autrement dit Pierrot, Joe et Momo. Vraiment Momo le Momo. Et on était assis au Korova Milk Bar à se creuser le rasoudoc pour savoir ce qu'on ferait de la soirée. Une putain de soirée d'hiver, branque, noire et glaciale, mais sans eau. Le Korovat Milk Bar, c'était l'un de ces méchottes où on servait du lait gonflé, et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mestote, tellement les choses changent zoom par les temps qui courent, et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on se lit plus guère les journaux. De l'aveu de l'auteur même, c'est un procédé qui servait essentiellement à nous montrer comment fonctionne le lavage de cerveau, le conditionnement psychologique. Puisque au début, quand vous attaquez le livre, vous êtes là, vous avez énormément de mal à suivre. Alors heureusement, à la fin du bouquin, moi en tout cas de mon édition, et je crois que c'est le cas de toutes les éditions du bouquin, il y a un glossaire dans lequel vous avez à chaque fois qu'est-ce que veut dire ce mot dans le cas présent en français. Vous avez babouchka, par exemple, c'est le premier, babouchka, vieille femme. Banda, ça veut dire bande de jeunes, voilà. Donc vous pouvez vous aider du glossaire, mais ce qui est très intéressant, c'est que plus vous avancez dans le livre, forcément, moins vous avez besoin de vous y référer, parce qu'il y a des mots inédits, évidemment, qu'on trouve qu'une ou deux fois dans le livre, mais il y en a certains qui reviennent tout le temps, quasiment. Par exemple, babouchka, oui, c'est un terme qui revient très très souvent. Et en fait, plus vous avancez, plus vous commencez à apprendre cette langue, et vous avez moins besoin de retourner au glossaire. Et ça, c'est fascinant, parce que ça vous montre comment vous apprenez, et comment, en fait, votre cerveau se conditionne au fur et à mesure. Et de l'aveu même de l'auteur, c'est ce qu'il voulait prouver dans ce livre, c'est comment est-ce que... il voulait faire cette expérience avec le lecteur, comment ça fonctionne finalement le lavage de cerveau, le conditionnement psychologique. Pour aller un peu plus loin, concernant cette langue magnifique que met Burgess en place, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur la 4e couverture du livre de mon édition à moi, qui est l'édition Pavillon Poche. C'est une citation de William S. Burroughs qui dit « Je ne connais aucun écrivain qui soit allé aussi loin avec le langage ». Alors ça m'a vraiment... c'est quelque chose qui m'a vachement impressionné, parce que Burroughs, c'est quand même quelqu'un qui est quand même vraiment considéré comme un grand expérimentateur de la langue. Donc je me suis un peu renseigné là-dessus. J'ai pas réussi à retrouver dans quel contexte exact est-ce qu'il avait dit ça, mais en fouillant un peu à droite à gauche dans leurs biographies respectives à ces deux auteurs, je me suis aperçu d'un truc qui est très rigolo, c'est que Burroughs, son œuvre la plus connue, qui est donc The Naked Lunch, le festin nu, elle a été publiée pour la première fois en 59, alors que l'Orange Mécanique, ça a été publié en 61. Et ce qui est très intéressant, ça je ne savais pas du tout, mais c'est que je m'en suis rendu compte en fouillant un peu, c'est que Burgess et Burroughs se sont côtoyés en fait. Ils ont été un petit peu, je ne sais pas exactement s'ils étaient amis ou quoi, mais toujours est-il qu'ils se sont pas mal côtoyés durant cette époque-là, fin des années 50. Donc on peut très très bien imaginer que probablement Burgess avait lu Le Festin nu avant qu'il soit publié, parce que Le Festin nu il a été écrit entre, on va dire, à la fin des années 50. Il a été publié pour la première fois à Paris en 59, et la parution américaine, ça a été en 62. Donc on peut très bien imaginer que lui, Burgess, avait déjà lu, peut-être même, je sais pas, des épreuves avant, son manuscrit. C'est très intéressant que ces deux auteurs, qui ont tous les deux été vraiment des expérimentateurs de la langue, aient eu un lien vraiment direct l'un avec l'autre. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'à travers cette langue, qui, il faut le dire, hein, est quand même très fleurie, très guignolesque, en fait, c'est aussi un moyen de gommer toutes les monstruosités, les exactions commises par le personnage principal et sa bande. Et en fait, ça crée, comme je vous disais aussi, une espèce de distance, c'est-à-dire une espèce de poésie grand guignol qui fait que tout ce qu'ils font paraît vachement plus atténué, comme si c'était une espèce de dessin animé un peu ridicule que vous étiez en train de regarder. Et on se prend même à avoir une certaine sympathie pour le personnage, et c'est un truc qui d'ailleurs va être complètement exacerbé dans la deuxième partie, lorsque, je vous spoil un petit peu, mais d'une manière, je pense que tous vous connaissez l'histoire, quand Alex va finir par se faire attraper par la police, et qui va devoir subir cette espèce de traitement expérimental qui est censé faire de lui un jeune homme modèle. Quand il va se faire capturer justement par les autorités, par le système en place, pour le coup, il va se retrouver à la place de victime, et on va avoir d'un coup une grande empathie pour lui. Et la question qu'on se pose, nous vraiment lecteurs, c'est au final, ce qui lui arrive, est-ce que c'est juste ? C'est ça vraiment la grande question du livre que voulait poser Burgess
à la société, c'est est-ce que le fait de conditionner un être qui va être fondamentalement mauvais, enfin on ne sait pas s'il est fondamentalement, mais en tout cas ses actions, elles le sont, est-ce que le fait de conditionner un être malfaisant comme ça pour en faire quelqu'un de bien, est-ce que au final ça en fait vraiment quelqu'un de bien, ou est-ce que le mieux, c'est pas de laisser en quelque sorte le mal en liberté, de sorte à ce que la société fonctionne, comme c'est le cas pour nous actuellement, sur plusieurs niveaux, avec le bien et le mal qui coexistent et sont un petit peu indispensables l'un à l'autre. Lui, en tout cas, Burgess, il tranche clairement sur la question en disant que, enfin, c'est vraiment le message de son livre, c'est que si la société, elle impose à un individu l'unique possibilité d'être bon, alors elle tue son âme. C'est ce là, je vous le cite textuellement, et que c'est infiniment préférable d'avoir une société traversée de violences conscientes plutôt que formatée et conditionnée au principe du bien. C'est-à-dire que c'est largement préférable d'avoir une société dans laquelle il y a de la violence qu'il appelle de la violence consciente, plutôt qu'une espèce de bien formaté et avec une société qui est complètement conditionnée à ses principes. Si vous forcez les individus à être bons, au final ils ne le sont pas vraiment, et ça fait des espèces d'oranges mécaniques justement. C'est-à-dire des êtres dont on a en quelque sorte retiré la pulpe pour en faire des automates asservis au système, ce qui arrive à Alex, on le voit très bien, c'est très bien décrit dans le livre, et on le voit très bien dans le film de Kubrick, il a ces espèces de mimiques comme ça, d'automates, il paraît complètement fou, quoi. Faut savoir que Orange Mécanique, c'est un livre que son auteur, Anthony Burgess, a eu pas mal de mal à porter toute sa vie. C'est un livre qu'il n'a pas, je dirais, renié, ce serait faux de dire ça, mais c'est un livre dont il était, avec lequel il avait une certaine espèce de distance. Déjà parce qu'il a souvent dit, c'est pas le livre qu'il est le plus fier d'avoir écrit, il considère que c'est loin d'être son chef-d'œuvre, mais il se trouve que c'est le livre que tout le monde a retenu de lui, et vraiment de très très loin, c'est son livre le plus connu, il n'y a même pas de discussion possible là-dessus, mais c'est surtout que ça lui a quand même valu pas mal de certaines polémiques, de la même manière que Kubrick a été soumis à une certaine polémique quand le film est sorti. C'est-à-dire que lui s'est souvent défendu d'être l'un des hommes les plus non-violents, les plus inoffensifs qui existent, et pourtant il avait écrit ce livre qui traitait vraiment d'ultra-violence, à l'excès, et on lui a reproché à sa sortie, comme plein d'artistes tels que Kubrick pour le film, ou d'autres plus récemment comme Bret Easton Ellis avec American Psycho, en fait de faire l'apologie de la violence, tandis que lui, il la dénonçait au contraire. Il y a aussi une petite précision à apporter, c'est que Burgess a écrit ce livre en partie selon des éléments de sa vie personnelle, puisque sa femme, il l'a souvent dit, a été elle-même victime d'une agression pendant la Seconde Guerre mondiale par des soldats américains, semble-t-il, et c'est ce qui a inspiré notamment la fameuse scène de l'agression d'Alex et ses Drugs quand ils attaquent la maison de l'écrivain, qui est une espèce de transposition de Burgess dans son univers, dans cette fiction, qu'ils attaquent sa femme et qu'ils la violent, un passage aussi très célèbre qu'on retrouve dans le film de Kubrick. Tout ça, c'était inspiré de ce truc horrible qui arrivait à sa femme dans les années 40.